Mercredi 24 juillet, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition de 13h. Plus de 14 milliards de francs CFA, c'est le montant de la convention signée hier entre la France et le Mali. Sur ce montant, 7 milliards sont destinés à la construction et à la réhabilitation des infrastructures au nord du pays et les 7 autres constituent un don. Le document a été signé côté français par l'ambassadeur de France dans notre pays et côté malien par le ministre des Finances Sidiki Dembélé. C'est une bouffée d'oxygène pour l'économie malienne. À travers cette convention signée ici par l'ambassadeur de France et les ministres des Finances, la France débloque 21 600 000 euros, soit 14 milliards 150 millions de francs CFA. Une enveloppe répartie selon les priorités de l'heure. Pour moitié, c'est de l'effacement de dette. Pour 7 milliards de francs CFA, tout simplement la France qui dit, ben voilà, vous nous deviez 7 milliards, vous ne nous devez plus rien. Donc c'est de l'effacement de dette pur et simple. Et pour les 7 autres milliards, c'est des crédits qui doivent être consacrés à la reconstruction dans le Nord. Donc il y a 7 milliards pour la reconstruction, notamment de tous les bâtiments qui ont été détruits. 7 milliards d'apurements d'arriérés et 7 milliards de francs CFA pour la réhabilitation et la construction d'infrastructures dans la région de Gao, Tombouctou et Kidal. Au ministère des Finances, on ne pouvait pas attendre mieux d'un pays ami. Je crois qu'il se passe des choses entre le Mali et la France qui nous dépassent tous. Il me semble. Il y a une fraternité, il y a un souci de l'autre qui, je crois, enfin la cause dépasse sans doute les hommes. Voilà. Rappelons qu'en 2008, la France avait annulé la dette monétaire du Mali sous forme de reconversion, autrement dit, des montants réinvestis sur place dans des projets prioritaires. À quelques jours de l'élection présidentielle, le président de la commission Dialogue et Réconciliation s'adresse aux candidats en lice. Dans cette déclaration, Mohamed Salia Sokona prône la non-violence dans le langage et dans les actes. Je vous propose de l'écouter. Il est au micro de Alousséni Touré. Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, dimanche prochain, 28 juillet 2013, notre pays connaîtra avec le premier tour de l'élection du président de la République une étape très importante de son retour à la démocratie et à l'ordre constitutionnel. Chacun de vous a pu constater à cet effet qu'une véritable effervescence se manifeste partout, dans nos villes et nos campagnes, marquant notre profond attachement à la première institution de la République. Mais cette effervescence, somme toute légitime, ne doit en aucun cas être ternie par des propos et actes désobligeants les uns envers les autres. Mes chers compatriotes, en ma qualité de président de la commission Dialogue et Réconciliation, il est de mon devoir d'appeler l'attention des uns et des autres que nous devons bannir de nos propos et de notre comportement toute forme de campagne à caractère régionaliste, ethnique, raciste, sexiste ou religieux. Bien au contraire, nos candidats à l'élection présidentielle doivent promouvoir le dialogue et la réconciliation, l'unité et la conscience nationale, la cohésion sociale et la paix. Pendant le scrutin, tous ont le devoir, candidats comme militants, de s'abstenir de toute action susceptible d'entraver le bon déroulement du vote, le dépouillement des résultats, leur acheminement et leur proclamation officielle. Une fois l'opération de vote terminée, mes chers compatriotes, nous devons tous avoir pour seul credo le Mali, notre très chère patrie, pour le règlement de tout contentieux, en privilégiant le dialogue et la concertation, la consultation et la médiation, et au besoin de recours aux juridictions compétentes. Nous sommes une grande nation, c'est connu et reconnu. Nous serons en plus une grande démocratie chaque fois que nous avons la force de reconnaître notre défaite en félicitant le vainqueur. Je souhaite pour tous et pour notre pays
une élection apaisée. Merci de votre aimable attention. C'était là le message du président de la commission Dialogue et Réconciliation adressé aux candidats en lice à quelques jours de l'élection présidentielle. Le Sahel, les défis et enjeux pour le Mali, c'est le thème d'une conférence débat initiée par le Mouvement pour l'unité et le changement du Mali. Outre les organisateurs de cette rencontre, on notait la présence de plusieurs organisations de jeunesse. Reportage à Guibou Koulibaly. Après la rencontre avec les forces de sécurité, les responsables du mouvement pour l'unité et le changement du Mali, MUCHAM, ont débattu ce jour avec la jeunesse des grands défis de l'heure au Mali. C'est tout le sens de la tenue de cette deuxième conférence débat sur le thème « Le Sahel, les défis et enjeux pour le Mali ». Selon les initiateurs, le MUCHAM œuvre pour l'émergence d'une administration forte et d'un citoyen de type nouveau. L'histoire d'un pays, c'est un long cheminement, un long aboutissement, un long processus d'accouchement. Et nous sommes dans ce processus d'accouchement et puissions-nous faire naître le Mali que nous espérons, le Mali que nous rêvons, le Mali que nous souhaitons, parce que nous aurons la mesure de nous donner les moyens de construire ce Mali-là. Occasion pour les conférenciers de passer en revue les grandes dates qui ont marqué l'histoire de notre pays en passant par les différentes crises successives. La clé à la solution de la crise malienne, ce sont les Maliens eux-mêmes. S'ils veulent sortir du trou dans lequel ils sont aujourd'hui, ils doivent changer et ils doivent commencer par faire une chose fondamentale, c'est de mettre le Mali au-dessus d'eux-mêmes pour que les Maliens puissent se sauver. Le président du MUCHAM d'ajouter que le Mali doit plus que jamais se réconcilier avec son histoire et prendre la mesure des défis du moment afin d'encourager de victorieux acquis pour son peuple. Voilà qui explique l'engagement des responsables du MUCHAM au projet de renaissance malienne. Dans notre pays, les personnes handicapées sont estimées à environ 2 millions, soit 15% de la population. Elles veulent jouer toutes leurs partitions dans la réussite des échéances électorales à venir. C'est pourquoi elles ont élaboré un document à l'intention des candidats. Le contenu de ce document avec notre reporter Batraoré. Ce document prend en compte les préoccupations majeures des personnes handicapées physiques. Il s'agit, entre autres, des problèmes liés à l'éducation des enfants handicapés, à l'emploi des personnes handicapées et au renforcement de l'appui aux associations des personnes handicapées. L'élaboration du document s'inscrit dans le cadre d'un développement durable et inclusif. Si pendant longtemps les problèmes des handicapés se résumaient à la satisfaction de leurs besoins élémentaires, d'où la consécration de l'aumône traditionnel les confinant dans un rôle de citoyen de seconde zone, aujourd'hui les données ont changé. Avec le combat mené par les personnes handicapées elles-mêmes au niveau mondial, les préoccupations sont de nos jours traitées sous l'angle de la promotion de leurs droits, au même titre que tous les autres citoyens. Dès lors, la satisfaction de ces droits s'insère dans le cadre d'un développement durable et inclusif, et ce, dans tous les secteurs, à tous les niveaux. Ce serait l'affirmation de l'égalité des droits, de l'équité de genre, mais aussi des devoirs. C'est là le sens de notre manifeste. La Fédération malienne des personnes handicapées physiques a bénéficié de l'appui financier de la Fondation internationale des systèmes électoraux pour la réalisation du document. Action humanitaire à présent, plus de 8 tonnes et demi de riz destinés à des femmes musulmanes du district de Bamako. Le geste est de l'association islamique pour le salut. Il s'inscrit dans une dynamique de solidarité entre fidèles musulmans, surtout en période de Ramadan. Compte rendu Noum Sissoko. Environ 8 tonnes et demi de riz estimé à 3 300 000 francs CFA. C'est le don fait par l'association islamique pour le salut à Islam à 8 associations de femmes musulmanes du district de Bamako. Ce don s'inscrit dans le cadre de la deuxième édition de l'opération Ramadan 2013 de l'association. Nous sommes au mois béni, le mois de Ramadan, le mois de solidarité entre les musulmans. Et c'est dans ce cadre qu'on s'est réunis au siège de l'association Islam pour le salut à Islam pour faire une distribution de dons aux cellules féminines de notre association. Par ce geste, A-Islam et son partenaire WIFA, une organisation humanitaire turque, perpétuent la tradition. Et les bénéficiaires s'en réjouissent. Nous saluons A-Islam pour ce geste qu'il mène chaque année, chaque fois qu'il y a une fête musulmane. Il est aux côtés des démunis chaque fois. Nous les remercions vraiment
de faire beaucoup d'efforts, d'avoir ces dons en ce mois béni de Ramadan. La 3e édition de l'opération Ramadan 2013 de A-Islam sera pour bientôt selon ses responsables. L'actualité hors du continent, sur le continent africain, en Égypte, après le coup de force dans le pays, la tension ne faiblit pas. Ces dernières heures, des manifestations entre les pro et anti-Morsi ont fait plusieurs morts. Presque un mois après le coup de force de l'armée égyptienne, les tensions ne retombent pas dans le pays. Les violences ont même tendance à s'aggraver. Nouveaux affrontements dans la ville de Giza, près du Caire, entre pro et anti-Morsi. Bilan 6 morts et de nombreux blessés. Un témoin vivant dans le quartier décrit la scène comme extrêmement violente. Ils tiraient à l'arme automatique depuis le pont. Ils sont sortis de la mosquée pour tirer. Ils sortaient et entraient à la mosquée avec leurs armes. La famille de Mohamed Morsi, quant à elle, annonce un dépôt de plainte contre le chef de l'armée pour séquestration de l'ex-président, toujours détenu dans le plus grand secret. Nous n'avons toujours pas pu entrer en contact avec mon père, que ce soit de façon légale ou illégale, depuis le 3 juillet, date du coup d'État. Et nous ne savons pas où il est détenu. L'armée est au centre de toutes les critiques de la part des sympathisants islamistes. Devant la Cour constitutionnelle, un rassemblement proche des frères musulmans demande le retrait des militaires de la vie politique. Il n'y aura pas de retour en arrière. Il faut mettre fin au pouvoir des militaires. Il faut mettre un terme au règne de la sécurité d'État. Mais pour l'armée, pas question pour le moment de rendre les rênes du pays. Le président par intérim, Adli Mansour, tente d'apaiser les tensions. Nous voulons écrire une nouvelle page de cahier de la nation. Sans rancune ni haine, sans division ni confrontation, sans ternir l'image de ceux qui ont œuvré pour ce pays. Le nouveau gouvernement doit mener une révision de la constitution votée sous Mohamed Morsi dans une Égypte profondément divisée. Au Brésil, la visite du pape s'est déroulée sur fond de crise. Plusieurs Brésiliens ont dénoncé le coup des JMJ, Journée mondiale de la jeunesse. Mais malgré les différentes manifestations, le pape François s'est concentré sur sa mission. Une visite à 2 facettes au JMJ. Côté pile, une foule qui vibre au passage du pape, des catholiques en extase. Côté face, des manifestants, des Brésiliens qui dénoncent le coût des Journées mondiales de la jeunesse, près de 40 millions d'euros. C'est trop, il pourrait investir dans la santé ou l'éducation. Ceci n'est pas une manifestation religieuse, c'est une manifestation politique. Ce manque de scrupules doit s'arrêter. Vive la lutte du peuple brésilien pour une nation plus digne et plus égalitaire. Ces manifestants profitent de la visite du pape pour faire passer leur message. Depuis plusieurs semaines, ils demandent une politique plus sociale. Un cri de colère à quelques rues de la rencontre entre François et Dilma Rousseff. L'occasion pour la présidente du Brésil de parler un peu d'égalité. Nous combattons un même ennemi, l'inégalité sous toutes ses formes. Cette convergence oriente le dialogue entre l'État brésilien et toutes les religions. Contraste avec le discours du pape, François a préféré se concentrer sur Jésus. J'amène ce que j'ai de plus précieux, Jésus-Christ. Je viens en son nom pour alimenter la flamme de l'amour fraternel qui brûle dans chaque cœur. Un message pour reconquérir les catholiques. Beaucoup se tournent aujourd'hui vers l'église évangélique au Brésil. Leur chant résonne en particulier dans les quartiers populaires, des quartiers que l'église catholique a quelque peu délaissés ces dernières années. Maintenant, l'amour pour un enfant. Quand l'enfant paraît, le cercle de famille applaudit à cœur joie. En Grande-Bretagne, le bébé royal est arrivé et c'est un garçon. Ce garçon, né du couple William et Kate, a donné lieu à une véritable fête. Une image qui a fait le tour du monde. Suivez.
Ils sont épuisés après ce qui a été un véritable marathon d'attente devant l'hôpital Sainte-Marie de Londres. Mardi matin, les fans les plus acharnés de la famille royale britannique étaient heureux et pleins d'espoir. J'aimerais tellement porter leur bébé, mais bon, je ne pense pas qu'ils me laisseront faire. On n'a pas dormi de la nuit. Et quand on a entendu la nouvelle, on a chanté, dansé, trinqué et chanté encore en criant « C'est un garçon, c'est un garçon !» Lundi à 20h24, 4 heures après l'accouchement, c'est un crieur qui annonce dans les règles de l'art la naissance du bébé royal. Tout de suite, la foule laisse exploser sa joie devant l'hôpital. La fête s'empare de toute la ville jusque tard dans la nuit. Fans et touristes convergent devant les grilles de Buckingham Palace. Oui, c'est comme une grande fête, c'est la soirée de Londres. Deux êtres qui s'aiment, qui ont un bébé ensemble, fantastique. Rapidement, la naissance du bébé de 3 kg et 800 grammes fait la une des journaux du monde entier. Au Japon, la famille royale britannique est partout et même dans les pensées du Premier ministre. C'est une grande et heureuse nouvelle pour le Royaume-Uni et pour le monde entier. Mes sincères félicitations. Il faudra attendre la sortie de l'hôpital de Kate Middleton pour apercevoir le bébé royal. 3e dans la lignée d'accession au trône, l'arrière-petit-fils d'Elisabeth II est en tout cas déjà une star. Une véritable fête là-bas. C'est tout pour ce journal. Merci de votre aimable attention. Autre rendez-vous avec l'actualité, 18h, 20h45, une présentation de Awoy Touré. Bonne suite de Ramadan. Au revoir et qu'Allah bénisse le Mali.